Le futur africain vous souhaite une bonne et heureuse année. Une année pleine à la fois d'espoir, de résolution et surtout aller de l'avant. Aujourd'hui, nous recevons avec plaisir, avec ferveur, avec fidélité, deux personnalités représentant l'un des mouvements, l'un des partis politiques panafricains qui a su faire ce qu'on appelle de la résistance. À l'époque, une force de libération. C'est le parti du grand et vénéré Amilcar Cabral. Nous le saluons où nous en sommes, nous lui rendons hommage. Il y a le trophée Amilcar Cabral qui sera transmis à ses héritiers le 17 janvier prochain. Donc, Amilcar Cabral, pour tous les jeunes comme pour les moins jeunes, est une figure respectée et tout le temps respectée au même titre que le Cheikh Anta Diop et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous avons le président du parti PAIGC en prison, ce qui est inacceptable, inadmissible. Un grand parti panafricaniste, libérateur, organisé pour que le panafricanisme fasse son chemin, son président ne doit jamais aller en prison. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir d'abord le président en France du PAIGC en la personne de ce grand monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Nous sommes fiers de vous accueillir. Et vous êtes le représentant d'un grand homme qui s'appelait et qui s'appelle toujours, quoi qu'il arrive, Amilcar Cabral. Nous avons le député du PAIGC en France et en Europe d'ailleurs, qui lui aussi nous a fait le bonheur d'être présent à cette émission de ce janvier 2026. Monsieur le député, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes ici chez vous. Merci, on le sent, on le respire. Alors, je vais essayer d'animer cette émission, bien sûr, avec une jeune africaine, panafricaniste elle aussi, en la personne de Laetitia que je salue. Mais en même temps, je salue Hamza, le président de cette émission, je dirais même le président de notre chaîne. C'est le président Hamza. Je salue bien sûr Faisal, le technicien. Sans lui, l'émission ne serait pas possible. Et bien sûr, Sadat, le grand Sadat, qui non seulement nous permet à tout moment de venir sur cette chaîne, nous les saluons, nous les encourageons et nous les attendons en Afrique, particulièrement si c'est possible en Guinée-Bissau. Très bientôt. Monsieur le député, je commence par vous. On y va. Comment se fait-il on met le président du PAIGC en prison? Que se passe-t-il? Ce qui se passe en Guinée-Bissau, c'est vrai que c'est impensable. Mais bon, c'est arrivé, on le voyait venir déjà petit à petit, depuis quelques années. On avait toujours cru à la communauté internationale. Parce que des dérives militaires, des abus de pouvoir en Guinée-Bissau auraient dû être freinés depuis 2012, au moment de l'arrivée de la CEDEAO à Guinée-Bissau. Depuis là que la situation en Guinée-Bissau commence à se dégrader. PAIGC, que vous connaissez très bien, PAIGC c'est un parti de guerre qui a lutté pour la libération non seulement de la Guinée-Bissau, mais pour la plupart des pays lusophones en Afrique. Ce PAIGC, depuis l'arrivée au pouvoir à la tête de ce parti en 2014, M. Domingos Simões Pereira, qui est en prison aujourd'hui, il a complètement transformé et démocratisé le parti PAIGC. Depuis là, il ne parle que des lois, rien que la loi. Bon, malheureusement, la plupart des politiciens bissau-guinéens n'ont pas cette habitude de respecter les chartes de la Guinée-Bissau et surtout les chartes de chaque parti politique. Aujourd'hui, on le met en prison, après avoir le bloqué à sa participation aux élections présidentielles en Guinée-Bissau. Vous savez qu'en 2019, il avait gagné les élections présidentielles contre toute attente avec la manipulation
de certains chefs d'État au niveau de la sous-région. On l'a déclaré perdant et malgré ça, il reste à sa place, combattre jusqu'à 2023 où il y a eu des élections législatives. En étant à l'opposition avec tout type de blocage, il réussit quand même à gagner des élections législatives avec la majorité absolue. 3 mois après, le président Umaru Sissoco Embaló, en voulant pas une cohabitation avec le PAGC, il dissout le Parlement. En conséquence, il forme son gouvernement à d'initiative présidentielle, chose qui est interdite, qui n'existe pas dans notre constitution. On arrive à la fin de son mandat pour le 27 février 2025. Il aurait dû organiser des élections fin 2024. Il ne l'a pas fait. Il prolonge son mandat pendant 1 an. Et on arrive au 23 novembre 2025. Il bloque la participation non seulement de Domingos en tant que candidat, il bloque aussi le PAGC à sa participation aux élections. De la PAGC fait un recours à un autre candidat pour le soutenir et ce candidat gagne des élections au premier tour des élections présidentielles. 2 jours après, bon, c'est arrivé ce qui est arrivé, l'invention d'un faux coup d'État, ils le mettent en prison sans aucun mandat et aujourd'hui, ça fait 40 jours qu'il est en prison. Alors, vous êtes ce que j'appelle le cerveau du PAGC. L'un des cerveaux. Je sais que Umaru Sissoco était un voyou. C'est connu. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il était avec la drogue, il faisait n'importe quoi. Il était devenu le griot de Macky Sall. Ouais. Et quand d'ailleurs je lui ai dit, vous ne pouvez pas être chef de la Guinée-Bissau et aller partout dire Macky Sall, Macky Sall, Macky Sall. Et ça, c'est pas bien, déjà pour son image et pour l'image de son pays. Maintenant, comment se fait-il d'abord, lui-même, il a été renversé dans quelles conditions? Puisque ce coup d'État de Umaru Sissoco nous paraît à la fois rocambolesque qui mérite d'être expliqué. Que s'est-il passé pour que ce voyou de la politique de Guinée-Bissau lui-même ait été renversé? Que s'est-il passé? Bon, merci déjà pour nous avoir invités et on a l'honneur d'être là aujourd'hui pour pouvoir donner des explications un peu de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. La question que vous posez par rapport à Umaru Sissoco Embaló, c'est quelqu'un que depuis le début, il a passé par plusieurs canaux qui ne sont pas recommandables, que tout le monde connaît en Guinée-Bissau, par le milieu de la drogue, milieu de le terrorisme, etc. Et donc, Umaru Sissoco Embaló, tout le monde savait que c'était quelqu'un de pas recommandable, qui ne pouvait même pas être président de la République de Guinée-Bissau, parce que Guinée-Bissau, pour la lutte armée qu'il a fait par le nom de fondateur de la nationalité bissau-guinéenne, et quelqu'un comme Umaru Sissoco Embaló, c'était impensable qu'il pouvait devenir un jour président de la République de ce pays-là. Guinée-Bissau, c'est un pays, monsieur le député l'a dit, pays de la guerre, mais je dirais plutôt révolutionnaire. Pays qui a fait la révolution en Afrique pour pouvoir vaincre le colonialisme portugais. Donc, Umaru Sissoco Embaló est arrivé au pouvoir comme ça, par le système D, on dit toujours, parce que lui, tout ce qu'il a conquis, c'était pas par les moyens légaux, et il avait tout ce qu'il a eu par le système D, qu'on dit qu'il est arrivé au pouvoir. Il achète les consciences, il a moyens financiers par le milieu qu'il lui-même il fréquente, par la drogue et tous les milieux de trafic qu'on connaît, blanchiment d'argent, etc. Donc, mais ce n'est pas que les partenaires européens ne sachent pas qu'il est comme ça, mais on les reçoit ici en Europe comme si c'était quelqu'un de bien. Et ça, c'est mal perçu par le peuple bissau-guinéen. Et c'est quelque chose de très grave. C'est à l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui, qu'on a vu depuis hier, l'enlèvement d'un président pour aller le mettre en prison dans un autre pays, qui ça a beaucoup à voir
non-respect des règles internationales et aussi de la souveraineté d'un pays. Alors, Donc, j'ai connu Ousmane Mané, le commandant, en tant que journaliste, je l'ai connu plusieurs fois à Bissau. Et à un moment donné, c'était quelqu'un, Ousmane Mané, que vous connaissez oui, très oui, bien. oui. Et quand il s'était retiré, parce qu'il avait quand même, à un moment donné, gouverné ce pays d'une façon ou d'une autre, on lui avait conseillé d'être ce que j'appelle le facilitateur. Il se retirait de la politique, il devenait le sage, il réconciliait le peuple. Malheureusement, il ne nous a pas toujours écoutés. Il est revenu dans le machin politique et effectivement, il a été assassiné. Ouais. Alors, que reste-t-il aujourd'hui d'Ousmane Mané à Amilcar Cabral? Que reste-t-il en héritage? L'héritage qui veut que la Guinée-Bissau reste unie. L'héritage qui veut que la Guinée-Bissau, par sa force de caractère, par sa culture, par son patriotisme, avance. Que reste-t-il de cet héritage? Et ensuite, Laetitia posera quelques autres questions. Je vous pose la question, vous, le cerveau. Oui, on fait des choses comme ça, mais bon. Bon, l'héritage qui reste d'abord de ce qui est Amilcar Cabral, de ce qu'il a fait pour la Guinée-Bissau et Cap-Vert, et ensuite de Ansoumane Mané pour ce qu'il a fait pendant la lutte armée, un grand militaire, un homme qui a été courageux dans la lutte armée, qui était toujours à côté de Nino Vieira dans la lutte armée. Donc, ils ont pu conquérir le pays par la bravure, par leur courage et par l'idée qu'ils avaient de le bienfait de cette lutte armée pour le peuple de Guinée et Cap-Vert. Mais l'image qui peut rester malheureusement pour Ansoumane Mané, bon, il y a eu beaucoup de conflits autour de lui, surtout à l'époque de la guerre 1998, qui a fait que entre lui et les militaires, il y avait des conflits qui fait qu'il est arrivé jusqu'au moment qu'il a été assassiné. Ça, c'était un peu la mésentente qu'il y a eu entre lui et les militaires, l'histoire des condecorations des militaires, parce que lui, il n'avait même pas accepté que le président Koumbayala, à l'époque, donnait les condecorations aux militaires qui lui trouvaient qu'ils n'avaient pas ce mérite-là. Donc il a arraché carrément des galons et jeté par terre des militaires. Donc c'est ça qui a un peu agacé les militaires contre lui, qui à la fin ils ont fini pour l'assassiner. Mais, et justement, pour rebondir, là aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup qu'il s'agit peut-être d'un faux coup d'État, vous l'avez vous-même mentionné là actuellement, et quand vous nous parlez justement de ce qu'il reste et que de cette scission entre justement les militaires et le parti en pouvoir, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui? Puisque la situation, on comprend que même pour la population, ils n'ont plus accès à l'information, que les réseaux sont coupés. On sait que la situation actuelle, et vous l'évoquez, que les militaires, il y a cette dissociation entre le pouvoir et leur organisation. Et aujourd'hui, on est face à ce coup d'État qui met tout le monde en prison. Même les représentants comme celui de votre parti, qui reprend quand même la lignée d'un grand homme comme Amilcar Cabral. Donc maintenant, par rapport à cette société civile, qu'est-ce qu'il leur reste? Quelles sont vraiment les informations et quelles sont les clés qu'on peut donner pour savoir vers où se diriger, quelle action entreprendre? Puisqu'aujourd'hui, même à l'échelle internationale, et avec les propos que vous nous dites, il reste quand même un gros flou autour de cette situation. Bon, oui. Voilà. C'est vrai que vous avez posé des questions que la plupart des journalistes posent. Hein. Qu'est-ce qui reste de la société civile? Quel est le rapport entre le parti fondateur quand même de l'armée de Guinée-Bissau, hein? C'est le PAIGC qui a créé ce fort d'armée aujourd'hui, qui est retourné contre elle. En 1992, au moment de l'instauration de la démocratie en Guinée-Bissau, l'armée de Guinée-Bissau devait passer
à une force républicaine, non un bras d'armée d'un seul parti politique. Donc à partir de là, PAIGC s'est écarté en laissant ce bras armé qui est la force de la Guinée-Bissau en tant que force républicaine. Mais il y a eu des partis qui ont profité de ce vide et ils ont essayé de récupérer les militaires, puisqu'ils étaient, c'est vrai, majoritairement des ethnies de la Guinée-Bissau qu'on appelle les Balotes. Donc il y a eu un candidat qui est Koumbéala, qui a réussi à mobiliser ce groupe de l'armée en disant que c'est vous qui avez fait la guerre à Guinée-Bissau. Donc aujourd'hui, quand on regarde au niveau des échelons de la politique de Guinée-Bissau, les Balotes ne sont pas là. Donc c'est arrivé à notre moment, il faut qu'on fasse quelque chose. Depuis là, dérive, et le PAIGC a commencé à s'éloigner avec son bras d'armée qu'il avait créé. Bon, avec ces dérives qui existent en Guinée-Bissau, la société civile, les partis politiques, les organisations, les ONG, ils ont tout essayé de démontrer dans les rues, les manifestations pacifiques, pour démontrer qu'ils ne sont pas contents de ce qui se passe en Guinée-Bissau. Mais quand vous avez de l'autre côté une force qui est complètement disproportionnée, et qui ont des gaz lacrymogènes, et qui vont même jusqu'à assassiner les gens, à partir de là, les gens ont peur de manifester. Donc c'est pour ça que la plupart des gens entre nous sont en Europe en exil, faisant la politique à partir de l'extérieur, et sans pouvoir aller sur place manifester, parce qu'en Guinée-Bissau, depuis l'arrivée de Sissoko, tous ces droits fondamentaux, les droits à la parole, manifestation, des réunions, sont tous interdits en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il nous reste quoi? L'aide de la communauté internationale, surtout la CEDEAO, qui est en Guinée-Bissau, qui a participé aux élections présidentielles qui s'est passées, que eux-mêmes, leurs observateurs, ont jugé que les élections ont été justes, libres et transparentes, et qu'il y a eu un vainqueur qui est de notre côté. On demande qu'ils puissent créer des conditions pour que les résultats de cette élection puissent être annoncés et que le peuple puisse être dirigé par celui qu'ils ont choisi. Alors, je voudrais profiter pour ouvrir une parenthèse. L'assassinat d'Amilcar Cabral à Conakry, il faudrait que nos frères de la Guinée-Bissau, de Mozambique, de l'Angola, sachent que Sékou Touré n'a rien à voir avec l'assassinat d'Amilcar Cabral à Conakry. Je m'explique. Sékou avait besoin d'Amilcar Cabral comme Amilcar Cabral avait besoin de Sékou Touré. Amilcar Cabral ne jurait que par Sékou Touré. Il y avait une confiance totale. Il faudrait que chacun sache que l'époque était très difficile. Sékou était assailli par les agents français, par les agents portugais, par les agents américains. Il voudrait coûte que coûte, ces agents, mettre par terre la révolution de Guinée-Conakry, dirigée par Sékou Touré et son équipe. Sékou donc n'avait pas intérêt à assassiner ou à faire assassiner Cabral. Il a été lui-même dépassé par les combinaisons de services secrets étrangers sur le sol guinéen avec quelques complicités guinéennes. Donc, il faudrait que ce soit clair une fois pour toutes que c'est une façon de désinformer la situation pour dresser le peuple contre ses libérateurs. Qu'on aime Sékou Touré ou pas, il a été quand même un grand libérateur, qu'on l'aime ou pas, même s'il y a eu effectivement de graves crimes qui ont été commis au camp Boiro. Mais en même temps, il faudrait qu'on sache aussi que la France était derrière, qu'il y a des Guinéens qui ont été recrutés par Bob Denard pour aller se former à la guérilla. À l'époque, c'était au Comores, pour assassiner Sékou Touré ou pour mettre par terre son régime. Il faudrait en parler. Ne pas avoir le courage de le dire, c'est de vouloir désinformer. Je ne veux pas qu'il y ait de conflit. Et Anna Cabral, si elle est encore vivante, elle peut témoigner qu'effectivement, Sékou Touré n'a rien à voir avec l'assassinat de Cabral. Je le dis ici haut et fort, et je suis prêt à Bissau, comme à Conakry, comme à Paris, à ouvrir le débat là-dessus. Sékou Touré, c'était le bras droit de Cabral. Cabral, c'était le bras droit de Sékou Touré. Non, je veux juste vous rassurer. On sait qui est Sékou Touré. C'est l'homme qui a dit non au général de Gaulle. Donc,
On a vu après ce qui a suivi, le blocage, les embargos économiques au niveau de la Guinée-Conakry, tout ça. Mais bon, c'est vrai que ce propos-là, beaucoup de gens l'ont utilisé, disant que c'est Sékou Touré qui a tué Amilcar Cabral. Mais ce sont nos adversaires, hein, les gens des autres partis. Mais à PAGC, on a bien vu comment Sékou Touré s'est vengé de la mort d'Amilcar Cabral. Voilà. Il y a eu beaucoup de vengeance sur ça. Mais PAGC a été reconnaissant. Parce que c'est vrai que sans PAGC, sans Sékou Touré, sans la Guinée-Conakry, je ne crois pas que la Guinée-Bissau aurait eu son indépendance. Puisque la Guinée-Conakry nous a prêté son territoire. Hein, la plupart des dirigeants du PAGC avaient le passeport de la Guinée. Totalement. C'est avec ça qu'ils sont tous formés jusqu'au moment de l'indépendance. Moi, j'en connais plein de Bissau-Guinéens aujourd'hui qui sont dirigeants, qui sont nés en Guinée-Conakry. Donc ça, ce sont des propos des gens qui sont contre cette lutte d'Amilcar Cabral, qui sont contre l'unité de Guinée-Bissau et de Cap-Vert, et qui sont contre la lutte panafricaine, qui ont désinformé ce type de propos. Mais nous, depuis AGC, je crois que le président ne va pas me démentir là-dedans. On croit ce que vous dites, on sait que Sékou Touré n'aurait jamais fait ça. Mais moi, j'ai une question. Pardon. Juste pour rajouter un peu ce qu'a dit monsieur le député, c'est par rapport à Sékou Touré. C'est vrai qu'il y a eu même un livre qui est sorti à l'époque qui s'appelait Qui a tué Amilcar Cabral. Absolument. C'est un journaliste portugais, qui je ne rappelle plus le nom, qui avait écrit ce livre. Il a donné 3 hypothèses dans ce livre. L'hypothèse de Sékou Touré, qu'on dit là, que tout le monde parlait à l'époque, mais on sait que ce n'était pas vrai. Et après, il y a l'hypothèse même de Nino Vieira. Et la dernière hypothèse, c'est la police politique portugaise qu'on appelle la PIDE. Mais c'est ça qui a été retenu par le PAIGC, parce qu'on sait bien les gens qui étaient emprisonnés à Tarrafal, au Cap-Vert, qui ont été préparés après, sortis de prison, préparés, envoyés à la brousse pour faire ce crime-là. Et ces gens, ils sont connus, ceux qui ont tiré même sur Cabral, et Momo Touré, Innocent Soukani, c'est les gens qui ont tiré sur Amilcar Cabral. Ces gens, ils étaient en prison à Tarrafal. Absolument. Qui ont prison portugaise à l'époque, qui regroupe tous les prisonniers d'Afrique portugaise qui viennent d'Angola ou de Cap-Vert, de Guinée, ils se regroupaient à Tarrafal, dans l'isolement. Mais après, curieusement, ils sont sortis, ils arrivent à Bissau, ils ont eu de l'argent pour construire les maisons, etc. et tout, et après rentrer encore pour aller, soi-disant, faire la lutte armée, mais avec la préparation qu'ils ont eue déjà pour assassiner Amilcar Cabral. Donc, c'est pas Sékou Touré, rassurez-vous. Le PAG sait bien que Sékou Touré a bien aidé. Au contraire, PAGC dans la lutte, on dirait même, pour ce que j'ai lu dans d'autres livres, de Bobo Keïta, qui était commandant au nord du pays, c'est-à-dire à la frontière du Sénégal, qui avait plus de difficultés au Sénégal que les autres qui étaient du côté de Guinée-Conakry. Je veux vous rassurer. Ouais. Cabral, à un moment donné, il a été aidé par les Cubains. Beaucoup. Castro a beaucoup aidé Cabral. Ouais. Les Chinois l'ont beaucoup aidé. Et il faut rendre hommage à la Chine de l'époque. Ouais. Ont beaucoup aidé Cabral. Les Algériens, il faut leur rendre hommage. Voilà. Ont beaucoup aidé les forces du PAIGC. Après l'indépendance. Oui, mais c'est le moment et le lieu de leur rendre hommage. C'est-à-dire que les temps ne sont plus les mêmes, mais il y a eu des gens qui étaient très bien. L'Algérie a été magnifique avec Cabral. Alors, je me souviens, vers les années 1969, je rencontre Cabral. Il me dit, 69, il me dit, les Portugais m'ont approché, camarade, pour dire qu'il faut absolument que j'arrête le combat de libération. Il dit, mais ils m'ont dit, les services secrets portugais en 69, retenez ça bien. Ils ont dit, il fait comme Senghor ou il fait comme Houphouët-Boigny. Je le dis ici haut et fort, plus que jamais. C'est-à-dire que Senghor était quelqu'un assez modéré du côté français, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas entendre parler, par exemple, de guerre entre la France et le Sénégal.
Et c'était la même chose pour la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny ne voulait pas non plus entendre parler de friction entre la France Et et Côte d'Ivoire. voilà. Alors, Cabral me dit en 69, il me dit, alors tu sais ce que je leur ai répondu à ces machins de Salazar. C'était le gouvernement Salazar. Bien sûr. Il leur a dit, mais si Senghor ou Houphouët-Boigny avaient vu comment les services secrets et les militaires portugais tuaient les ressortissants de Bissau, de Mozambique, de l'Angola, ils mettaient leur partie génitale dans la bouche. Moi, j'ai vu ça, moi, Amilcar Cabral. Comment voulez-vous que je compose avec le Portugal? Non, c'était quelqu'un de simple. Cabral était simple et direct. Il dit, comment voulez-vous que je compose avec des gens qui ont tué mes compatriotes? Si je compose avec le gouvernement de Salazar, c'est comme si j'ai trahi tant de Mozambicains, d'Angolais qui ont été assassinés. Donc, il faudrait que la jeunesse le sache. Et c'est pourquoi, à partir de ce débat, il faudrait qu'on ouvre un autre débat à Bissau ou à Conakry, quand il le faut. Okay. Donc, de ce point de vue, personne ne salira la mémoire de Cabral. Et justement, pour pouvoir rebondir sur ce qui est dit, parce que comme ça a été justement abordé, on est quand même aujourd'hui dans une nouvelle ère où le continent africain, et je continuerai à le dire et le dire et le dire, représente, enfin la jeunesse, elle représente 80%, voire même beaucoup plus de la population en Afrique. Aujourd'hui, lorsqu'on nous parle justement de nos pays, quand on va parler de nos histoires, on va un peu nous parler toujours du passé et des déboires qui ont, sauf que maintenant, les vérités, comme là, ce qui vient d'être dit, se remontent et se partagent. Donc maintenant, moi, j'aimerais aussi comprendre par rapport, et c'est pour ça que je dis la société civile, parce que c'est parler de la jeunesse très, très sincèrement, la mentalité de la jeunesse retrouve un peu, je pense, la mentalité de ces activistes comme Cabral. Elle est confrontée aux informations qu'on lui donne et ce qu'on veut bien lui consommer. Vous l'avez dit vous-même que la Guinée-Bissau, c'est un pays de guerre. Et donc, lorsqu'on va parler de nos représentants, il y a souvent quand même beaucoup de divisions, alors qu'au final, le message, c'est de pouvoir élever son peuple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un moment où, dans ces phases-là, où on voit où les militaires reprennent de plus en plus les pouvoirs, en reprenant justement aussi les informations qui se partagent et en transmettant peut-être des informations qui devraient peut-être un peu plus transmises par ceux qui nous représentent. Est-ce que là aussi ne met pas aussi cette confusion? Et ma question, c'est face à ce coup d'État-là, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi d'avoir un peu plus de cohésion au niveau des différents partis pour remettre les informations à leur place et de vraiment faire comprendre quelle est l'ambition de celui qui prendra la tête, à savoir qu'aujourd'hui, c'est sa jeunesse qui représente son futur et que sa jeunesse aussi, elle aimerait être représentée avec un espoir tel que les Amilcar Cabral ont pu faire à leur époque et ont fait aussi dans la matière et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Oui. Excellente question. C'est vrai, vous l'avez bien dit, c'est vrai qu'il y a une espèce de changement, surtout dans notre zone, Afrique de l'Ouest, des coups d'État qui sont applaudis. Hein, et quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, Mali, Niger, est-ce que ça aussi ne peut pas influencer quelque part en Guinée-Bissau? Bon, oui, mais c'est complètement différent. Ce qui se passe en Guinée-Bissau, ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, Mali, Niger et Burkina Faso, c'est complètement différent. On le sait que quand le mandat de Sissoko Embaló est terminé en 2025, février 2025, il aurait dû organiser des élections au plus tard en novembre 2024. Il ne l'a pas fait. Si l'armée, à l'époque, s'était levée de dire non, on va respecter la Constitution, votre mandat est terminé puisque vous n'avez pas parti, nous, on va intervenir. À partir de là, oui, c'est sûr qu'il y aura un soutien populaire. Mais là, ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, il y a eu des élections. Un an après le terme de son mandat, il y a eu un vainqueur dans une élection qui a été jugée juste, libre et transparente. Le président, en voyant qu'il a perdu les élections, il a essayé de manipuler les résultats. Il n'a pas pu puisque les observateurs internationaux étaient là. En ne pouvant pas, il fait appel à quelqu'un de Guinée-Conakry, un truc comme ça, qui lui a donné cette idée d'inventer un faux coup d'État. Et à partir de là, il passe le pouvoir à l'armée.
L'armée bissau-guinéenne, tout le monde le sait, hein, ce n'est pas un premier coup d'État en Guinée-Bissau. Il y a eu plusieurs. Mais l'armée n'a jamais assumé le pouvoir. Et pourquoi cette fois-ci? Ils exigent de rester au pouvoir pendant un an. Donc, pour revenir à propos de la jeunesse, en 2014, quand Domingo Simões Pereira a assumé le PAIGC, c'est le premier responsable politique à Guinée-Bissau qui a fait rentrer dans le gouvernement les jeunes de moins de 30 ans, mais des jeunes talentueux. Aujourd'hui, toute la jeunesse bissau-guinéenne sont partout dans l'administration publique de Guinée-Bissau. Sauf que la Guinée-Bissau a été séquestrée par un groupe de trafiquants de drogue. Vous savez, quand un pays arrive dans des conditions comme ça, on ne peut plus parler de la légalité. Parce que ceux qui sont dans ce monde-là, ils ne vont pas par des droits chemins. Hein? Ils veulent juste la pagaille pour qu'ils puissent faire leur démarche. Et c'est ça la difficulté de Guinée-Bissau. Parce que si Domingo Simões Pereira était resté au pouvoir en 2014 jusqu'à aujourd'hui, la Guinée-Bissau est passée. Puisque la Guinée-Bissau, je peux vous dire qu'elle a un système politique meilleur au niveau d'Afrique. On a un régime semi-parlementaire où il y a des séparations de pouvoir. Ce n'est pas le président de la République qui ordonne, comme dans la plupart des pays francophones. C'est le président de la République qui décrète, c'est le président de la République qui signe des chèques, c'est le président qui choisit son gouvernement, c'est le président qui est le chef des tribunaux et tout ça. Chez nous, en Guinée-Bissau, le président de la République, c'est un simple arbitre parmi les différents pouvoirs. Donc, le Premier ministre est issu du parti vainqueur des élections législatives. Et c'est lui qui gouverne. Le président de la République n'a rien là-dedans. Il est arrivé de Sissoko, qui est venu avec d'autres systèmes qu'il a pris ailleurs. Donc, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui signe des contrats avec des entreprises, sans passer par le Parlement. Et nous sommes arrivés là. Mais on ne va pas désister, on va continuer ça. Mais justement, comme il y a eu des élections, qu'il y a eu un vainqueur et qu'on se retrouve là aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'information par rapport à la situation, on nous parle toujours des différents chefs de parti qui ont été emprisonnés, mais il n'y a pas de coalition justement entre ces différentes voix pour dire que, bon, là où il y a eu élection, on sait qu'il y a eu vainqueur, on se retrouve dans cette situation. Est-ce que demain, on peut s'attendre à avoir quand même une coalition des différentes parties, tout simplement pour unir un peu les forces? Ça existe déjà. Vous savez, en mars 2025, ici à Paris, on a fait venir toutes les forces d'opposition. Il y a eu 7 présidents, où il y avait deux anciens présidents de l'Assemblée, vice-présidents de l'Assemblée, un président de l'Assemblée et 4 premiers ministres, avec des chefs de parti. C'est déjà ancien premier ministre. Donc, on les a fait venir ici. On a signé un accord politique ensemble pour qu'on puisse aller aux élections ensemble. Donc, une fois que le PAIGC a été bloqué et son candidat n'est pas parti aux élections, c'est là que nous avons décidé de prendre un candidat parmi les signataires d'accord de Paris. On l'a signé. Donc, c'est pour ça que nous avons gagné au premier tour les élections présidentielles. Cette coalition existe. Le président même qui a été élu, il est où aujourd'hui? Il est réfugié à l'ambassade de Nigeria à Bissau. Et le président du principal parti, qui est notre parti PAIGC, est en prison sans rien faire. Sans rien faire. Il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres. Il bloque tout le monde. C'est la force qui gouverne. Moi-même, j'étais victime de cette régime. Hein. J'étais à Bissau. Je suis parti à l'intérieur du pays pour faire une cérémonie traditionnelle, hein, distribuer la viande aux gens. On m'accuse comme quoi je fais cette cérémonie-là pour qu'ils puissent avoir un coup d'État en Guinée-Bissau contre le président. On m'a fait prison en tant que député sans lever mon immunité parlementaire. Donc, c'est pour comprendre là où on est. Hein, mais on est quand même, on croit, on sait que ça ne va pas continuer. On ne peut pas dire, bon, à Guinée-Bissau, ça se passe comme ça et on croise les bras. Non. On va continuer à dénoncer, comme ce qu'on est en train de faire ici. Et j'en suis sûr que le problème de la Guinée-Bissau n'avait jamais été parlé au niveau de l'Afrique et au monde comme ça se passe aujourd'hui. Tout le monde se dit non, ça suffit. Et on attend la réaction de la CEDEAO pour qu'ils puissent terminer avec cette histoire. Ou sinon, chacun fera sa justice avec ses propres mains. C'est juste pour répondre à la question dans un autre angle. La question qui est posée, c'est par rapport à l'union de ces forces. Pourquoi ils n'ont pas une voix unique pour protester ce qui arrive là en ce moment? C'est ce que j'ai compris de votre question. Ça, c'est vrai. Il y a eu la signature de l'accord de Paris, qu'on appelle l'accord de Paris,
il y a des différents partis qui étaient représentés par l'ancien Premier ministre, voilà, ou des coalitions qui étaient représentées dans cet accord. Mais ce qui se passe, c'est après qu'il y a eu ces problèmes de coup d'État, qu'on sait tous qui a été voilà, un peu rocambolesque, qui était inventé de toutes pièces. C'est ça le problème. Parce qu'à partir de là, on a vu un peu la division, même au sein de ce groupe d'accord de Paris. Il y a Brahima Camara, qui n'était même pas venu, mais il fait partie de la coalition qui était représentée ici à Paris, qui a pris un peu la distance, qui ne parle plus, qui ne dit rien sur ce qui se passe. Tout le monde lui demande d'avoir un avis par rapport à ce qui se passe. Et lui, il reste muet. Il y a lui, il y a d'autres. Il y en a d'autres même qui étaient signataires de l'accord, qui étaient à Paris, qui ne parlent plus aussi. Donc il reste une partie qui est surtout celle de la coalition de PAI Terra-Ranka, là où il y a le PAIGC. Et dans le API Cabas Garante, une autre coalition, là où il y a le vainqueur qui est Fernando Diaz. Mais dans celle de Fernando Diaz, API Cabas Garante, ce n'est pas tout le monde qui est déjà avec lui. Je pense que le député peut être d'accord. Mais c'est ça le gros problème, je pense, qu'il faut vraiment que tout le monde puisse donner leur avis par rapport à ça, qu'on sache qui est qui. Mais surtout de manière cohérente, parce que vraiment, pour faire partie de cette jeunesse, je serais peut-être prétentieux de dire active, mais de faire un peu chacun à son niveau, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes quand même se réveillent et ils voient comment on communique, on voit comment les gens s'unissent et qu'à un moment donné, ça reste quand même un peu la première ressource naturelle que chaque pays possède et la première force pour pouvoir développer. Et comme on l'a vu à l'instar d'hier, il y a beaucoup de choses anormales qui se passent et certains sont prêts à y répondre. Mais que d'autres personnes voient aussi la fougue et la volonté. Et donc, ça arrive à avoir ce type de résultats qui font que voilà, il y a peut-être des actions à faire en attendant que ce soit la CEDEAO ou autre, mais qui peuvent être entreprises de sorte que l'éveil se montre et qu'on puisse comprendre que de nos pairs, on comprend aussi cette jeunesse-là. Parce que je pense qu'elle a aussi la force et la voix et la matière pour pouvoir faire changer plus ou moins les choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas déposer notre avenir au niveau de la communauté internationale, de dire qu'il n'y a que la CEDEAO et tout ça. On doit se prendre en charge, et surtout la jeunesse. Mais bon, on a essayé plusieurs fois de manifester, de montrer au monde comme quoi ça ne va pas chez nous et tout ça. Mais je dis encore, comme il y a deux forces complètement disproportionnées. De l'autre côté, vous avez l'armée, vous avez la police avec des bombes, des gaz lacrymogènes. Il y a eu des morts en Guinée-Bissau, sauf que les gens n'en parlent pas. On a essayé, et surtout quand vous savez que dans un pays où la politique n'avait jamais changé réellement la vie des gens, la plupart des gens se disent, bon, la politique, de toute façon, que ce soit lui ou l'autre, les choses ne vont jamais changer. Et ça reste un peu réticent. Mais ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, puisque quand on regarde les élections, il y a quand même eu la participation de 67% des participants au niveau électoral. Ça veut dire que la population est consciente de ce qu'ils veulent. Sauf qu'on ne laisse pas la liberté de choisir. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste? D'imposer la loi, rien que la loi, pour que la vérité soit dite. Alors, je vous dis tout de suite qu'il y a 3 semaines, il y a eu une très grande rencontre à la place de la République pour exiger la libération du président du PAIGC. Manuel, je le salue parce qu'il était là. J'ai été prendre même la parole. C'est pour vous dire que vous devez compter sur vous-même. Puisque l'Union africaine n'intervient pas pour dire que voilà, il faut absolument libérer le président du PAIGC, c'est que quelque part l'Union africaine elle-même, elle est pratiquement étouffée par justement une certaine mafia. Telle que Sissoko Embargo, c'est la mafia. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à attendre de ce monsieur.
C'est-à-dire qu'il est là pour les intérêts sordides, la drogue, les violences et naturellement ce que j'appelle la prostitution de nos matières premières. C'est-à-dire qu'avec Umari Sissoko, n'importe quelle société étrangère pouvait venir signer n'importe quel contrat au détriment du bonheur des populations de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il n'est jamais tard pour continuer à résister. Sinon, les Cabral, les Mireille Makeba, les Mandela et autres auraient désespéré. Exact. Il nous faut de nouveaux Cabral. Exact. Voilà. Je voudrais compter sur vous pour que vous puissiez être les nouveaux Cabral qui disent moralement il faut réarmer la Guinée-Bissau. D'abord moralement. Exact. Et dire que vous êtes un peuple fier, un peuple qui a fait la guerre contre le colonialisme portugais. Et je salue le fait même qu'une fois la Guinée-Bissau indépendante, elle n'a pas cherché à rompre de manière tout à fait brutale avec les Portugais. Et là aussi, j'ai le sentiment que les Portugais ont compris qu'il faut coopérer avec les anciennes colonies portugaises. Et ça, c'est très intelligent de leur part. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne se mêlent pas trop de ce qui se passe, mais ils font de leur mieux pour que vous puissiez vous entendre, parce qu'après tout, ils ont la technologie que nous n'avons pas. Ouais. Et il faudrait encourager le PAIGC à faire en sorte que la jeunesse du PAIGC s'investit dans la technologie, dans la recherche scientifique, dans ce que les Occidentaux ont pu emmagasiner comme les Asiatiques. C'est très important. Dites-leur, si nous n'avons pas la technologie, il sera très difficile de développer nos pays. Donc, de ce point de vue, moi je vous fais confiance. À partir du moment où, en 2026, je pense que vous êtes de nouveaux camarades, je ne peux pas ne pas espérer. Monsieur le député. Oui. Non, je suis entièrement d'accord avec vous parce que la CEDEAO et la Bissau, quand ils ont arrêté notre leader, Domingos Simões Pereira, ils ont ordonné les putschistes de la libération de tous les prisonniers immédiatement. Aujourd'hui, ça fait 40 jours. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Ils avaient annoncé comme quoi il allait arriver à Bissau un groupe des chefs d'état-major de la sous-région. Les putschistes ont refusé leur venue à Bissau. Jusqu'à aujourd'hui, silence total. Donc, c'est pour cela, comme vous avez dit, il faut des nouveaux cabales. C'est pour ça que le président élu, M. Fernando Dias da Costa, va commencer à prendre ses responsabilités, puisque c'est le seul et unique représentant du peuple bissau-guinéen, puisqu'il a été élu et que tout le monde a classifié ses résultats électoraux en tant que juste, libre et transparent et démocratique. L'ancien président nigérien Goodluck Jonathan l'a prononcé publiquement. L'ancien président de Mozambique l'a fait. Le représentant de la CEDEAO sénégalais l'a fait. Le président aujourd'hui de la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise l'a déclaré. Les Nations Unies l'a déclaré en tant que vainqueur. Bon, il faut qu'il assume ses responsabilités en tant que président, quitte à former un gouvernement en exil. Mais il faut qu'il forme ce gouvernement-là et à partir de là, que les gens disent que la Guinée-Bissau a deux gouvernements ou pas, mais le président Dias doit assumer ses responsabilités comme Cabral avait fait quand il avait 32 ans en créant le PAIGC à Bissau. Alors, et ça, on le fera. J'appelle l'Angola, le gouvernement angolais. J'appelle le gouvernement de Mozambique. J'appelle immédiatement tous ces gouvernements À reconnaître. du pays Lusophone. à soutenir le PAIGC. Et surtout les pays aussi Mais francophones. Pas le PAIGC, Particulièrement la Guinée-Conakry. le candidat que le peuple a choisi. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce de résultats officiels par la CNE, la Commission nationale d'élection. Mais ça reste qu'un acte administratif. Ce n'est pas la CNE qui voilà, son rôle ne remplace pas les votes. Mais c'est surtout, si je peux me permettre, c'est qu'on est quand même, encore une fois, dans une nouvelle ère, dans cette ère du digital. On le voit quand même encore avec certains conflits comme la Palestine. On se rend compte que quand les voix s'élèvent et parlent et dénoncent, ça peut faire bouger un petit peu les lignes. En n'attendant pas justement que les gouvernements, les institutions internationales agissent. Quand on parlait du Cap-Vert, ils ont eu quand même un très gros déboire, l'ouragan, les inondations et autres. On voit quand même que ce sont des communautés que lorsqu'il y a des choses, ils n'attendent pas aussi que les gouvernements agissent. Les peuples s'unissent et ça fait des changements. Donc je pense que vous avez quand même une chance
au niveau des pays lusophones, d'avoir des peuples quand même communautaires, encore humains. Et donc, c'est peut-être aujourd'hui un peu sur ça qu'il faut aussi surfer et ne pas hésiter à utiliser la voix de personnes qui impactent, en commençant vraiment par son peuple, en commençant par ces personnalités qui touchent directement le peuple. Et je vais dire encore une fois, la jeunesse, parce que cette jeunesse-là que nous sommes, c'est différent de la jeunesse que vous avez pu connaître, ou peut-être un peu plus proche de celle que vous avez connue à l'instar des Cabral, d'Amical Cabral. Mais c'est une opportunité, et que peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu différemment la façon d'élever sa voix et de faire porter les messages. Parce que lorsque on a déjà la chance d'avoir des communautés unies sur certains déboires, on voit que voilà, la puissance du nombre, ça fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, malheureusement, peut-être que je ne me suis pas bien informée, lorsqu'on regarde le cas de la Guinée-Bissau, ce ne sont que des faits un petit peu... voilà, c'est un peu les faits qu'on vient d'évoquer là, mais ça ne met pas en avant tout ce que vous venez de dire, que ce soit sur les victoires, mais aussi le fait qu'il y a quand même un peuple qui est assez uni, rien que dans cette sous-région-là, et le fait qu'il y a des personnes qui impactent, et que là, il faut peut-être réfléchir sa stratégie différemment, au moins pour porter la lumière sur ce qui se passe. C'est vrai qu'on a tenté, mais en vous écoutant, c'est sûr qu'on a fait, mais on n'a pas fait assez. Ou sinon, il manque certains détails encore qu'il faut trouver pour que les choses puissent changer. Mais on a compris que la résolution des problèmes de la Guinée-Bissau doit venir des Guinéens. Ça, on le sait et on travaille. C'est pour cela qu'on a commencé à prendre des décisions fermes, en bloquant les trésors de la Guinée-Bissau au niveau de la BCE, Banque de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on ne peut pas continuer à endetter le pays avec un gouvernement qui n'est pas illégitime. Les putschistes à Guinée-Bissau, on va commencer par ça. Et aller comme ça jusqu'à la proclamation, l'autoproclamation du président élu à Guinée-Bissau. Et ça, on va le faire. Pour la jeunesse, on va prendre vos conseils en considération. C'est vrai que la jeunesse est là, elle représente à Guinée-Bissau, je crois, 60-65%. Et c'est une jeunesse très éclairée, mais il manque encore des choses. Il manque encore quelques Amical Cabral, mais j'en suis sûr et certain qu'on arrivera, parce que la vérité finira toujours pour triompher. Voilà. Ça, c'est... L'émission se termine. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu brillamment à nos questions. Et nous attendons la prochaine rencontre à la place de la République. Faites tout pour que ce soit médiatisé, que le président ne continue pas à croupir dans les prisons injustes. Ce sont des prisons vraiment désastreuses. Et quand vous en sortez, eh bien, parfois vous êtes totalement diminué. C'est ça. Donc nous adressons nos voeux de non seulement résistance, nos voeux de bonheur au président qui se retrouve actuellement en prison injustement. Nous lui disons que nous sommes avec lui, que naturellement, la communauté panafricaine est avec le président en question. Donc, nous disons que 2026 sera l'année de la libération du président qui est actuellement en prison et qui a fait ce qu'il peut pour que le PAIGC aille d'une génération à une autre génération. Très bonne année au peuple de la Guinée-Bissau. Juste vous dire un petit mot, parce que vous parlez de place des Républiques qu'on était dernièrement. Là où on a prévu encore une autre manifestation pour le samedi prochain, voilà. le 10, non? Le 10, voilà, on sera là encore. On n'a pas encore la réponse de la préfecture si ce sera à la place des Républiques à une autre date, mais on va peut-être vous envoyer après le flyer pour voir. Complètement, qu'on puisse le partager. Voilà. Okay. On sera là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Combattant de l'espérance. Il ne faut pas désespérer. On va suivre vos titres là, voilà. Préparer le futur en Exactement. Afrique. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train de faire. Votre travail, j'espère que ça va payer un jour pour l'Afrique entière, hein, pas pour l'Afrique entière.